Merci Benedetta pour la présentation et merci pour l'invitation, au professeur Fekki aussi, m'avoir invité. Et puis on voulait trouver un sujet obstétrical un peu tendance. Bon, c'est pas la tendance de cette année, ça date depuis un essai de 2019, mais il y a toujours cette question de faut-il provoquer à 39? Oui, non, pourquoi? Et on va voir ensemble. Alors, provocation de l'accouchement, il y a plein de termes. En anglais, c'est induction of labor. On parle de provocation en Suisse, de déclenchement en France, ou voire même d'induction du travail. Qu'est-ce que c'est une provocation? Il y a une bonne définition de la COG sur leur bulletin en 2019 sur le déclenchement de l'accouchement qui dit que c'est parvenir à un accouchement par voie basse lorsque les avantages de l'accouchement imminent l'emportent sur le risque potentiel de poursuivre la grossesse. Mais alors, pourquoi se pose-t-on la question de provoquer à 39 semaines? Pourquoi il y a eu tant d'études là-dessus? Eh bien, pour une raison assez simple, c'était pour savoir quel est le timing optimal de l'accouchement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont posé la question de on veut éviter les morts périnatales, qui incluent les morts soit in utero, soit postnatales, les morts néonatales. Et ils se sont demandé quand est-ce qu'on a quel risque d'avoir une mort fœtale in utero ou une mort néonatale. Alors il y a des Américains qui ont repris sur ces deux courbes, on voit en bleu le risque de mort fœtale in utero en fonction de l'âge gestationnel et en jaune le risque de mort néonatale en fonction de l'âge gestationnel. Et on va s'intéresser surtout aux patientes à bas risque, parce que c'est là où on voudrait provoquer tout le monde à 39 semaines, et on voit que les courbes se croisent à 38 semaines. Avant 38 semaines, le risque de mort néonatale est plus élevé que le risque de mort fœtale in utero. Et après 38 semaines, là, le risque de mort fœtale in utero est plus élevé que le risque de mort néonatale. Donc on aurait tendance à dire, pour préserver la vie de ces fœtus ou de ces nouveau-nés, provoquons un 39, comme ça on diminue le risque de mort fœtale in utero, on n'a plus que ce risque résiduel de mort néonatale. Alors moi je me suis posé une question, c'est bien ces courbes, très bien, on a les courbes qui se croisent, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Alors si on reprend leurs chiffres, en rouge, là, on voit à gauche le risque de mort fœtale in utero et à droite de mort néonatale en fonction de l'âge gestationnel. Et on s'aperçoit qu'on a 0,8 pour 1000 risque de mort fœtale in utero à 38 semaines versus 0,63 pour 1000 risque de mort néonatale. Et puis, petit à petit, on voit les chiffres, ils sont assez similaires, mais toujours axés vers plus de risques de mort in utero. Là, ça correspond à quoi? Eux, ils ont fait sur 8 millions de grossesses. Si on reprend une simulation sur une maternité qui accueille 3000 grossesses à bas risque, qui atteignent 34 semaines avec une grossesse vivante, à quoi ça correspond? Si on cumule, entre 38 et 42 semaines, on va avoir 2 morts fœtales in utero et 1,3 morts néonatales. Le delta, il est même pas de 1 fœtus. Donc ça pose question, à l'échelle de la Suisse, on serait sur 80 000 grossesses, si on reprend avec les pourcentages de combien on a de bas risques, etc., on a un delta de 10 fœtus qui seraient décédés. Donc c'est discutable, combien valent la vie de ces 10 fœtus, et sachant qu'il y a des études qui ont montré que si on provoquait en plus à 39 semaines, on allait sauver un bébé, mais on allait en envoyer 10 en soins intensifs, et cette étude comprend seulement les complications mortalité périnatale, mais elle ne comprend pas toutes les séquelles. Mais c'est important d'avoir à l'esprit un petit peu les ordres de grandeur de ce que veulent dire ces chiffres. Alors on va venir maintenant à l'étude qui a tant fait parler d'elle, l'étude ARRIVE de William Grobman aux États-Unis. Et ce monsieur, il s'est posé une question, c'est provoqué avant 39 semaines sans raison médicale, on a vu qu'on augmentait le risque périnatal, qu'on augmente le risque de mort néonatale, le risque d'autres complications, etc. Et puis, après 41 semaines, on voit qu'en provoquant, on va diminuer le risque périnatal parce que le placenta vieillit, il y a plus de complications, etc. Mais entre 39 et 41, pas de recommandation. Et il le dit clairement, selon les études observationnelles, il y a un manque d'évidence du bénéfice périnatal et une augmentation du risque de césarienne. Ça, c'est dans les études. Avant qu'il fasse la sienne, il a vu ça. Puis il s'est dit, et moi, le truc, c'est que j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui peut se faire. Donc, il a fait une étude randomisée, contrôlée. Il a inclus plein de primipares à bas risque
avec des grossesses singletons et il les a randomisés soit provocation à 39, soit attitude expectative. Et puis l'attitude expectative, c'est on surveille et puis on provoque. Pour eux aux États-Unis, à partir de 40 plus 5, on va provoquer l'accouchement parce qu'on dépasse le terme. Le critère du jugement principal, c'était, ils voulaient voir, est-ce qu'il y a une morbimortalité infantile qui est augmentée ou non en fonction des deux interventions. Alors c'est intéressant de voir, il inclut 3000 patientes dans chaque bras. J'ai mis en rouge, on ne voit pas bien, mais ce qui est intéressant de regarder, c'est que l'âge supérieur à 35 ans dans les deux groupes, il était environ de 3,7 versus 4,5%. Donc, ce n'est pas énorme. Donc, on avait des patientes plutôt jeunes, entre guillemets. Et puis, on regarde aussi les BMI supérieurs ou égaux à 30. On est à plus de 50% dans les deux groupes. Donc, ici, chez Grobman aux États-Unis, on a des patientes plutôt jeunes, mais plutôt obèses, et puis aussi avec des niveaux socio-économiques qui sont plutôt bas. Ça, c'est important pour qu'on regarde après les autres études. Et sur cette population, il n'a pas vu de différence significative entre les deux groupes pour l'outcome infantile. Et l'outcome, c'est un outcome composite. Pourquoi ? Il a pris plein de choses qu'il a additionnées parce que c'est des événements qui sont rares. Donc s'il prend juste les morts infantiles, évidemment, il ne va pas en avoir beaucoup. Et puis au niveau statistique, on ne va pas voir grand-chose. Donc il a mis les morts périnatales, besoin d'oxygène, les Apgar bas, les encéphalopathies ischémiques, les infections, les convulsions, les aspirations de méconium, les traumatismes de l'accouchement, enfin tout un tas de choses qui n'ont pas forcément de corrélation entre elles et à des degrés de gravité qui sont très différents. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir la mortalité, et on voit qu'il y a eu 2 décès dans le groupe qui a été provoqué versus 3 dans le groupe expectatif. On ne peut pas en dire grand-chose. En tout cas, on n'a pas amélioré de x10 le pronostic au niveau de la mortalité. Et puis, quand il regarde ses objectifs secondaires, donc il a vu que son objectif principal, bon, ça ne change rien. Mais quand il regarde ses objectifs secondaires, il regarde un peu ses modes d'accouchement, et il voit que quand il l'a provoqué à 39, il est passé de 22% de césarienne dans le groupe expectative à 18% dans son groupe où il provoque à 39 semaines. Eureka, il a trouvé un truc. Et il nous dit, OK, il n'y a pas de bénéfice au niveau morbimortalité périnatale, mais en même temps, on ne peut pas dire que ne pas provoquer à 39 va vraiment diminuer le taux de césarienne. Donc en gros, ce qu'il nous dit, si on provoque à 39, on va diminuer le taux de césarienne. OK, pourquoi pas, mais je ne suis pas vraiment convaincu et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une équipe à Milan qui a eu un petit peu cette curiosité des chiffres qu'ils ont vus dans cette étude et qui s'est dit, mais attends, dans le bras expectative, il a 22% de césarienne. Moi, je n'ai pas les moyens de refaire le même essai dans mon hôpital, donc je vais regarder juste, moi, mon attitude habituelle, c'est l'attitude expectative. Est-ce que je vais avoir les mêmes chiffres que lui ? Ils ont regardé, à Milan, c'est une maternité en plus où ils ont proche de 40% de césarienne. Donc, ce n'est pas des super pro-voix basse, bien que ce soit un centre avec beaucoup de pathologies. Quand ils regardent leurs patientes, eux, ils ont 40% de patientes qui ont un âge supérieur ou égal à 35 ans. Donc, ils ont des patientes plus vieilles, donc avec un risque de césarienne qui est augmenté. Ça, c'est démontré dans la littérature. En revanche, ils n'ont que 11% de patientes avec des BMI supérieurs ou égal à 30. Donc, des patientes plus vieilles, mais moins obèses. Et quand ils regardent leur taux de césarienne, ils arrivent à 18,7%, donc ce qui est équivalent à 18,6% dans le groupe où Grobman, lui, il a provoqué les grossesses à 39 semaines. Donc il se pose la question de la validité externe des résultats de l'étude de Grobman. En fait, il s'est dit, ok, très bien, Grobman, lui, il passe de 22 à 18 dans sa pratique à lui, très bien, mais moi qui ai un taux de base à 18, est-ce que vraiment en provoquant, je vais diminuer mon taux de césarienne quand je fais ça ? Et ça, c'est une très 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 bonne question. Et pour nous, dans un contexte nord-américain qui est différent du contexte européen, on ne peut pas extrapoler ces résultats. Donc, avec une bonne cible, des pratiques nord-américaines, boum, une méthodologie, elle est vraiment très très bien faite. Cette étude, Grobman montre que dans son hôpital, avec ses pratiques, ça marche. Il diminue de 4% son risque de césarienne, pourquoi pas. Quand on regarde avec nos management et notre pratique, eh ben, on est en dehors de la cible et ces résultats, moi, je ne peux pas les interpréter dans ma pratique. J'ai été très curieux et j'ai repris, ça c'est une étude qu'on a publiée cette année sur
on a pris toutes les nullipares du CHUV entre 2015 et 2019 et on a regardé, alors on a des hauts risques et des bas risques, et on a regardé le taux de césarienne qu'on avait. J'ai refait les calculs avant la présentation. Nous, sur notre bras expectatif, on va avoir 15% de césarienne, sachant que j'ai des hauts risques qui ont plus de risques de finir en césarienne. Donc, moi, je compare tout ça, et puis bon, alors nous, on avait des patients de plus de 35 ans, on en avait 20%, et des patients de plus de 40 ans, 3,3%, et cet article-là, il prouve que plus on a un âge avancé, plus on a un risque de césarienne. Et nous, on a des patients de vieilles, donc en fait, on a des chiffres avec une patiente qui risque plus de césarienne, et on reste moindre que Grobman. Et si on reprend ce schéma, c'est très simple, eux, ils sont passés de 22 à 18 en provoquant. Les Milanais, ils ont 18 de toute façon de base. Et nous, à Lausanne, on est à 15%. Donc, on se pose vraiment la question de est-ce que vraiment, nous, si on provoque, on va réduire ce taux de césarienne. Et puis, par curiosité, je suis allé voir quand même, je me suis dit, mais bon, on n'est pas les seuls à avoir fait toutes ces études. Il y a des études observationnelles sur lesquelles aussi Grobman s'était basé initialement. Et il y a une méta-analyse qui est parue cette année dans le JAMA, qui regardait toutes les grosses études qui incluaient des patientes et puis qui regardaient si le risque de césarienne était augmenté quand on induisait les patientes. Puis je vois dans leur forest plot, là, on voit, il y en a, ça favorise, il n'y en a pas. C'est vraiment disparate, il n'y a vraiment pas de tendance. Alors moi, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces méta-analyses? Parce que vous en verrez plein qui disent que ça réduit le taux de césarienne. Et en fait, quand on va voir en détail, je suis allé voir étude par étude. Déjà, ils incluent soit des nullis, soit des multi et des nullis, des obèses, que des obèses, ou alors pas d'obèses du tout, ou alors des macrosomes. Et puis, on a des taux de césarienne qui sont assez lunaires, après, à droite, là. On a de 22% qui est le plus bas pour Grobman, et on va jusqu'à des taux à 40, 41%. Donc, pour moi, ces méta-analyses, je ne peux pas. Je n'ai pas cette pratique-là, donc je ne les interprète de toute façon pas. Alors pourquoi il y a de telles différences entre toutes ces études, nous, notre pratique, eux, etc. Premièrement, la population est différente. Eux, ils ont des patientes plus obèses. Nous, on a des patientes plus vieilles. On a des niveaux de suivi socio-économique des patientes aussi qui sont différents. Et ça peut jouer sur les résultats. Il y a aussi quelque chose qui m'intéresse énormément. Moi, c'est le management du déclenchement et le management du travail. Et quand on lit le papier de Grobman et les autres papiers, on ne sait pas comment ils managent leur travail. Comment est-ce qu'ils provoquent? Est-ce qu'ils font en fonction du bishop? Est-ce qu'après, ils passent à tel ou tel médicament? Est-ce qu'ils rompent la poche? Ils mettent du Synto? Aucune idée de savoir comment ils font et aucune idée de savoir vraiment aussi jusqu'où ils vont sur le CTG. Donc ça, c'est quelque chose qui manque dans beaucoup d'études qui, à mon avis, explique énormément de choses dans les chiffres qu'on a vus avant. Et puis il y a aussi le suivi post-terme et l'indication du déclenchement post-terme, parce qu'évidemment, dans le groupe de Grobman qui fait l'expectative, au bout d'un moment, si une patiente a passé les 39 semaines et dans le groupe expectative, puis qu'elle est en oligoamniose, je sais pas, à 40 semaines, elle va être déclenchée, mais il peut y avoir aussi des déclenchements pour des indications qui, nous, ce n'est pas une indication à déclencher, par exemple. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte. Alors, de quoi parle-t-on? Il faut toujours savoir de qui on parle, de comment on traite, etc. Et nous, on dit qu'on ne compare pas des pommes avec des poires. Et là, même les Américains, ils n'ont pas les mêmes expressions. Eux, ils comparent des oranges et des pommes. Donc, vous voyez, même quand on sort de l'obstétrique, ce n'est pas comparable. Même leurs adages sont différents. Et donc, pour conclure, ok, dans le contexte nord-américain, Grobman a prouvé qu'il arrivait à diminuer son taux de césarienne très bien. Mais moi, je ne généralise pas les résultats à notre pratique qui est différente. Et à l'heure actuelle, nous n'avons aucune preuve de diminution du taux de césarienne si on provoque à 39 semaines dans notre contexte loco-régional, je dirais européen. Je suis allé quand même, j'étais curieux, il y a un Français, Loïc Santil, qui est professeur au CHU de Bordeaux, qui lui, il s'est posé les mêmes questions, il a dit, je vais faire moi le French Arrive, et il est en train d'inclure des patientes avec la même méthodologie que Grobman pour essayer de refaire cette même étude, randomisée contrôlée, au CHU de Bordeaux, à Paris et dans plein d'autres villes en France. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu as des chiffres à me donner, des analyses intermédiaires pour qu'on ait un peu des tendances? Et ils sont à la moitié de l'étude, ils n'ont toujours pas analysé leurs chiffres intermédiaires. Et en fait, ils peinent beaucoup à recruter parce qu'ils se confrontent à un refus des sages-femmes et de certains obstétriciens qui ne veulent pas du tout inclure parce qu'ils ne veulent pas condamner les gens à être provoqués à 39 semaines. Donc on verra, il m'a dit qu'il y a encore 2-3 ans pour finir
son inclusion dans cette étude. Et j'espère que cette étude pourra nous donner un peu plus de preuves sur ce sujet-là. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il n'y a pas de questions. Ouais. Nordine, est-ce que tu veux commenter? On a du temps, il faut commenter. Hein. Ouais. Je te passe ça. Ben voilà, je trouve que le sujet est très sensible. Hein. Donc effectivement, déclencher ou pas à 39 semaines, ça encombre nos salles d'accouchement aussi. Ça nous amène effectivement à utiliser, à saturer nos ressources et à créer effectivement des difficultés. Il y a des oppositions, hein, principalement du côté des sages-femmes. Donc ça ne m'étonne pas ce qui se passe avec Sentil, ce qu'il rencontre là-bas. Parce qu'on parle, il n'y a pas de diminution de taux de césarienne, mais parce qu'on provoque, est-ce qu'on n'augmente pas le taux de césarienne? Ah, ça, c'est la grande question. Alors après, c'est des croyances. Moi, j'ai une croyance en fonction de ce que je vois en clinique que ça augmenterait le taux de césarienne, mais j'ai 0 chiffre pour vraiment le prouver parce que je n'ai pas d'essai randomisé dans notre contexte. Et pour moi, à mon avis, on est iatrogène si on provoque à 39, effectivement. C'est clair. Parce que déclencher à 39 semaines, hein, probablement que ce qui manque, hein, c'est effectivement déclencher tout le monde à 39 semaines. Je trouve que ça n'a effectivement pas beaucoup de sens sans tenir compte du score de Bishop. Donc effectivement, sur simplement un âge, décider un déclenchement. Mais voilà, il y a beaucoup d'attitudes comme ça qui sont critiquables. Hein. À partir d'un âge décidé qu'il faut déclencher pour telle indication, il y a ce score de Bishop qui fait qu'on va changer de discours. Mais plus ou moins, parce que même Grobman, lui, il allait voir, il a fait pas mal d'études rétrospectives aussi sur ces données avant. Et très bizarrement, lui, il trouve qu'il y a un col défavorable ou pas. Il n'y a pas vraiment de grosse différence à 39 semaines sur ces déclenchements. Donc même ça, je ne suis même pas sûr que ça change. C'est très curieux. Et le problème de la dérive de tout ça, toutes ces discussions qui ont lieu sur la provocation élective à 39, c'est que au lendemain de la publication de cette étude, la COG a quand même directement mis dans ses guidelines: si une patiente vous demande, vous pouvez aller de l'avant sur une provocation à 39. Et le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui, au lieu de répondre à des demandes de patients, se sont mis à recommander la provocation à 39. Alors, on n'en est pas encore là, mais je pense qu'il faut faire attention dans le futur à ce que ça ne devienne pas quelque chose qui soit une pseudo-recommandation. Au même titre qu'on n'accouche plus les sièges parce qu'il y a eu des recommandations qui ont dit que des méthodologies un peu bancales. Voilà, on peut renverser la question dans l'autre sens. Est-ce que déclencher à 39 semaines nuit à la patiente? Je n'ai pas la réponse. Mais j'ai la croyance que oui. J'ai une question online. Non, maintenant, ils arrivent. 2 questions. Alors, première, provocation à 39 semaines d'un diabète gestationnel insulinodépendant. Ça, c'est une autre chose. Parce que oui, moi je parle des nullipares à bas risque. Là, on rentre dans un contexte de pathologie qui est très très différent, effectivement. Et puis après, la deuxième, c'était plutôt une affirmation. Donc, l'auteur, que je ne sais pas qui est parce que c'est anonyme, hein, il pense que cette étude aide juste à rassurer les patientes qui doivent être provoquées et ne veulent pas, mais pas provoquées sans raison. Oui, malheureusement, elle a un effet inverse. Oui, alors... Mais bon, finalement, pour rassurer les patientes, c'est surtout de dire, regardez, quand on provoque, on n'a pas plus de mortalité néonatale que si on a une attitude expectative. Mais de là à venir discuter sur des pourcentages de césarienne, je ne suis pas sûr que ça rassure beaucoup les patientes quand on leur dit on passe de 22 à 18, est-ce que vous, 4%, vraiment, c'est pertinent dans la discussion? Moi, je me rappelle avoir eu beaucoup de discussions sur les pourcentages de rupture utérine sur les utérus cicatriciels. Il y a des patientes pour qui 1% de rupture, c'est énorme, et d'autres, c'est insignifiant. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment rassurant pour les patientes. Après, moi, je ne suis pas obstétricien, hein, mais mon commentaire est quand même, on va un peu trop vers comme la césarienne de convenance, où les gens, elles décident la date, parce que comme ça, elles peuvent s'arranger à la maison.
Et puis là, comme ça, elles considèrent qu'à 39 piles, elles sont, voilà, et puis qu'on les provoque, et dans les 2-3 jours, elles ont accouché. Et s'organisent un peu en conséquence. Le problème, c'est que quand elles demandent, maintenant, on ne peut plus vraiment leur dire non, on ne vous provoque pas parce que c'est trop tôt. C'est un peu ça, on ordine le problème. Après, on ne peut pas leur dire on vous provoque pas parce que c'est trop tôt, mais on peut leur dire écoutez, j'ai aucune évidence que ça va améliorer quoi que ce soit de vous provoquer à 39. Moi, c'est juste ça. Ça, c'est une analyse très méthodologique de tout ce qui se passe. C'est pas une analyse vraiment dans le contexte de notre pratique. Hein. C'est ça. On n'a aussi aucune évidence pour dire qu'à provoquer à 39 semaines, on va nuire à la patiente. Exactement. Donc voilà, donc celle qui demande à 39 semaines à être déclenchée, je n'ai pas d'argument pour la dissuader. Non. Mais celle qui vous demande une césarienne à 39 semaines, vous allez avoir un argument pour la dissuader? Je le fais, hein, je la césarise. Hein. C'est pour dire qu'effectivement, moi tout au début, j'ai douté des résultats qui, pour moi, ne sont pas applicables à notre réalité parce qu'en Amérique, ils n'ont pas les suivis qu'ils ont chez nous. Donc, ils n'ont pas les moyens pour aller chez les médecins, ils veulent payer de sa poche. La plupart, à part la pathologie maternelle qu'il y a à côté, l'obésité, etc., il n'y a pas un suivi qu'on a chez nous. Donc, nous, on fait le contrôle à terme, et après un autre. La sage-femme, plus que, je ne dis pas tous les jours, mais d'où on intensifie les suivis vers la fin de la grossesse, parfois, hein, même sous les bas risques. Et eux, j'ai l'impression qu'à cause des moyens manquants, ils les provoquent. Ouais. Tout à fait. Voilà. Merci. C'est parfait. Professeur Fekki, vous voulez donner le take-home message? Merci Guillaume. Beaucoup. Merci.